impact l'addiction aux jeux de hasard peut avoir sur la santé? C'est de cela dont il est question dans Capsule Santé. Mais avant, on se penche sur les traumatismes que peuvent entraîner les conflits et comment venir en aide aux survivants, notamment les enfants. Bonne écoute. Les zones de conflit sont des zones où se répètent de violences atroces au quotidien, de tueries, de tortures, de viols. Maintenant, ces zones-là se répètent tous les jours et ça affecte tout le monde de façon générale, mais les enfants de façon plus particulière, les enfants et les adolescents de façon plus particulière. Le docteur Achille Bapolissi est psychiatre et enseignant-chercheur à l'Université de Bukavu en République démocratique du Congo et à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Il explique que cette particularité va s'exprimer de deux manières. De deux façons, dans l'expression même des signes psychologiques, c'est-à-dire que de façon classique, on a tous des signes, des réviviscences, c'est-à-dire que les gens revoient les traumas, ils les revivent sous forme de cauchemars et de flashbacks la journée. Ils essaient d'éviter tout ce qui peut rappeler les traumas et ils sont tout le temps sur les qui-vive. Ils ont un éveil neurovégétatif. Mais chez les enfants, premièrement, ils ne peuvent pas exprimer ça de cette façon, ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe et ils ont tendance plus à somatiser. Ça va se manifester par des douleurs ou des signes physiques qui n'auront pas d'explication quand on ira chez les médecins. Et parfois, ça s'exprime sous forme des terreurs nocturnes. Parfois, ça s'exprime sous forme de troubles relationnels, des troubles d'attention à l'école. Et ça altère de façon plus profonde leur personnalité, parce que les enfants sont quand même à l'âge où ils se forgent leur image d'eux-mêmes, leur image du monde, et leur image d'eux-mêmes ne sera pas celle d'un adulte qui se sent en sécurité et qui a une certaine forme d'invulnérabilité narcissique, et ils n'auront pas ça. Donc ils vont commencer à se voir comme si tout peut leur arriver à n'importe quel moment et ils auront une vision insécure du monde. Et puis, en second lieu, ils ont plus tendance que les adultes à avoir des traumas complexes, c'est-à-dire des traumas tels qu'on les connaît, mais en plus avec des perturbations énormes autour de l'image d'eux-mêmes, autour des relations interpersonnelles. Ils seront très méfiants dans leurs relations, dans leur rapport aux autres, et autour de leur vision du monde, ils vont commencer à se sentir insécures partout. Et puis finalement, les enfants seront plus enclins à faire ce qu'on appelle des dissociations, c'est-à-dire une discontinuité dans l'unité de soi, à avoir des troubles identitaires, troubles dissociatifs de l'identité, à avoir des amnésies traumatiques, ou avoir parfois des personnalisations ou des réalisations. Donc, le tableau clinique chez les enfants ne sont pas moins affectés, au contraire, ils sont plus affectés et affectés de façon beaucoup plus profonde et beaucoup plus complexe que les adultes. Alors que dans les zones de conflit, les assaillants ont tendance à instaurer la terreur. Dans ce contexte, comment aider les survivants? Docteur Achille Bapolissi. En général, vous savez, les gens dans leur souffrance, il y a plusieurs complexités, et quand vous ajoutez une particularité, soyez sûr qu'il y aura des correspondances particulières au niveau phénoménologique dans les symptômes du patient. Par exemple, quand il y a une guerre et qu'il y a deux armées en regard, il y a tout ce que vous connaissez comme droit de protection des civils, tout ce qu'il y a comme droit de la guerre, on sait à quel camp on appartient, mais les djihadistes, comme tous les terroristes, ce sont des gens qui, en fait, mènent des guerres asymétriques pour faire régner la terreur. Et donc cette terreur-là, elle va s'installer dans des villages, dans des villes, dans des pays, et ça va perdurer. Il y a des générations entières qui sont en train de grandir, de se forger dans ces climats de terreur, en fait. Dans ces climats où on est en insécurité partout et on est en sécurité nulle part. Il faut savoir identifier et prendre en charge les populations à risque. Les populations à risque comprennent bien entendu les enfants qui ont été exposés, qui ont été victimes, doivent être ou même témoins, doivent être identifiés, pris en charge psychologiquement par le peu de ressources de professionnels en santé mentale qu'il y a. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on doit
rien à faire. La prévention en psychologie, ça passe par la sécurité, ça passe par la justice, ça passe par tout ça. Dans la mesure du possible, il faut qu'il y ait des efforts locaux, internationaux, puissent converger dans ces sens pour mettre plus de paix, plus de justice dans ces zones-là et que les politiques ne puissent pas se soustraire et les politiques nationales et internationales, les politiques locaux et internationaux ne doivent pas se soustraire. Troisièmement, nous avons proposé dans un article que nous avons publié récemment qu'on peut mettre un système des références et des contre-références où des experts qui sont parfois hors site, psychiatres, psychologues, peuvent travailler en collaboration avec des professionnels de santé, médecins, infirmiers, non experts en santé mentale, mais aussi avec des leaders communautaires, avec des enseignants pour justement aider à identifier et voire même à prendre en charge. Et puis troisièmement, savoir identifier et prendre en charge ces enfants qui sont victimes de ces traumatismes. Il ne doit pas être qu'une question de professionnels. Ça va être une question de tout le monde parce que ils doivent être identifiés, ne pas être stigmatisés, ne pas être méconnus. C'est aussi une prise en charge et il faut que la santé mentale soit l'affaire de tout le monde. Les propos du docteur Achille Bapolissi, psychiatre et enseignant-chercheur, ont été recueillis par Reliou Koubaka. On va prendre à présent la direction de la Côte d'Ivoire. Là-bas, les jeux de hasard séduisent de plus en plus jeunes et adultes. Mais cette pratique peut conduire à une addiction qui n'est pas sans danger pour la santé. DW. Paris sportif, loto, grattage ou tombola, ces pratiques semblent anodines mais peuvent parfois devenir de véritables addictions. Derrière le rêve de faire fortune rapidement se cache dans certains contextes une réalité plus sombre. Dépendance, dette, isolement. Julien Daé, notre correspondant à Abidjan, nous plonge dans l'univers des accros au jeu pour comprendre les ravages silencieux de cette passion qui pour certains devient une maladie. Dans cette salle de jeu d'engrais terminus, les spectateurs ont les regards rivés sur les deux petits écrans, des bouts de papier froissés entre les mains. Chaque jour, ils misent à quelques pièces, espérant le gros lot qui changera leur vie. Mais pour beaucoup, les jeux du hasard sont devenus une prison invisible. Car en Côte d'Ivoire, la dépendance au jeu prend de l'ampleur et touche désormais toutes les couches sociales. Les jeunes présents dans cette salle ont tous misé sur le résultat de cette confrontation avec un seul objectif, décrocher le jackpot. Moi aujourd'hui j'ai mis 150 000 sur mon équipe et c'est une occasion pour moi de multiplier mon argent. Multiplier son argent pour changer de vie, telle est la promesse séduisante des paris sportifs, un mirage qui attire de plus en plus de joueurs vers les guichets. Parmi eux, Ezekiel Essis. Cela fait 4 ans qu'il joue sans relâche chaque jour. Chaque jour, je parie parce que je me dis que je peux avoir la chance de gagner. Ce secteur connaît en effet un boom figurant en Côte d'Ivoire avec plus d'1 million de joueurs actifs en 2024. Le jeu a conquis des cœurs, singulièrement ceux de la jeunesse, attirés par l'espoir d'une richesse rapide. Derrière ce chiffre se cache un matraquage publicitaire incessant. Il faut prendre le maïs 5 V1. V1, tu mets 1000 francs. Georges Kouakou n'hésite pas à jouer 2 tickets. Et si les gains sont encore incertains, il tente sa chance. Je fais 2 tickets de 1000 francs, 1000 francs. Il y a un ticket, je gagne 4300. Et le deuxième ticket, je gagne 7500. Cette montée en puissance soulève une question cruciale. Sur ce point, le sociologue Valentin Zahui est catégorique. L'État et les entreprises de jeux de hasard ne protègent pas suffisamment les populations. Ces entreprises, elles cherchent à faire du chiffre, mais elles ne doivent pas faire du chiffre au détriment de la santé des populations. Parce que facilement, on peut être dans l'addiction. On peut avoir des joueurs compulsifs et donc ça crée des troubles comportementaux. L'exemple d'Ezekiel et de Georges n'est pas isolé. Marina Despris joue 4 à 6 fois par jour depuis plus de 3 ans, tandis que Joseph Anoma affiche plus de 10 ans de pratique. Ni Marina ni Joseph ne savent quand viendra le moment d'arrêter.
Je ne sais pas quand je vais arrêter, mais je veux continuer. Chaque jour, s'il y a l'argent, je joue. On va aller jusqu'au bout. On n'a pas encore gagné les millions, on ne peut pas arrêter. Cette incapacité de se défaire des jeux du hasard n'est en réalité pas anodine. C'est une situation anormale qualifiée d'addiction ou de dépendance, explique le docteur Ismaël Angelo Sanogo, addictologue et médecin-chef du centre antidrogue du Grand Bassam. L'addiction aux jeux de hasard ont des conséquences dévastatrices sur plusieurs aspects de la vie d'une personne et des troubles de la santé mentale comme le stress, l'anxiété et la dépression. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les cas graves, elle peut aussi mener à des actes illégaux, à une détérioration de la santé physique et à un risque accru de suicide. En ce qui concerne la santé mentale, généralement, ces personnes-là deviennent très soucieuses, elles sont très stressées, cela peut conduire à une dépression. Le docteur Samedi Djebi, addictologue à la polyclinique Sainte-Anne-Marie, Pisam, et à la Croix-Bleue, ajoute. Quand on tombe dans l'addiction, il n'y a pas d'addiction positive. On est déjà dans le négatif. On est dans un comportement, on y est tous les jours et on y met plus de temps qu'on y mettait au départ, mais sans le savoir. Deuxième chose, il y a un petit malaise parce qu'on n'a pas fait le comportement. C'est un comportement qui est décalé. Le docteur Ismaël Angelo Sanogo insiste sur ce point. Cette situation n'est pas sans conséquences pour les personnes dépendantes, même si la possibilité d'en guérir existe. Il préconise donc une voie à suivre claire pour se défaire de cette addiction. Pour arrêter une addiction au jeu de hasard, il faut d'abord chercher de l'aide professionnelle en contactant des spécialistes comme des psychologues ou des centres spécialisés. Ensuite, des mesures pratiques sont nécessaires, telles que l'auto-exclusion des sites de jeux et l'isolement des tentations. Enfin, il faut reconstruire son équilibre de vie en trouvant de nouvelles activités. Entre espoir de richesse et réalité de dépendance, les jeux du hasard continuent de séduire des milliers d'Ivoiriens. Pourtant, pour beaucoup, le véritable gain serait peut-être de reprendre le contrôle sur leur vie. Car dans ce jeu-là, la seule victoire durable, c'est celle contre l'addiction. Julien Daillé, Abidjan, pour la Deutsche Welle. Et c'est avec ce reportage en Côte d'Ivoire que prend fin ce numéro de Capsule Santé que vous pouvez retrouver à tout moment sur notre site internet www.com/français et les différentes plateformes de podcast.